Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'ensemble des présentations depuis midi. Je trouve que le sujet de la santé et de l'intelligence artificielle est un élément qui, au-delà d'ailleurs des données numériques que nous avons depuis plusieurs années, va poser autant de questions que de bénéfices que ça peut apporter. Oui, nous allons avoir besoin des chercheurs en intelligence artificielle, nous allons avoir besoin, comme on vient de le voir avec notre collègue de PwC, de consultants qui nous aident, mais c'est essentiellement à notre secteur, celui de la santé, que nous devons, dans lequel nous devons nous mobiliser aujourd'hui, parce que les questions ne vont pas être répondues par des personnes externes. En fait, il va falloir réellement qu'on prenne conscience des enjeux, des bénéfices, qu'on accompagne cette transformation et non pas qu'on la subisse parce que les dangers sont quand même très présents. Alors, il y a une urgence d'agir dans les systèmes de santé aujourd'hui, puis on l'a vu un peu depuis ce midi, parce que nos systèmes de santé ont du mal à s'adapter. C'est vrai dans le monde entier, et nous sommes actuellement au CHUM connectés avec des hôpitaux académiques de tous les pays, ou quasiment tous les pays du monde, et ils ont dans tous les cas le même problème, celui du vieillissement, celui des coûts de l'innovation, celui de la transformation progressive de maladies aiguës en maladies chroniques ou en maladies complexes, et on voit qu'on a beaucoup de mal à s'adapter. La rupture liée à l'intelligence artificielle n'est pas que dans l'analyse des données. Comme on l'a vu tout à l'heure, elle est aussi bien dans l'analyse des données que dans la prise de décision que l'on va prendre, aidée par l'intelligence artificielle, à partir de ces données. Il y a donc deux éléments qui ne sont pas stricto sensu les données et leur analyse, mais également la prise de décision. Et cette prise de décision aujourd'hui est capable d'augmenter l'intelligence humaine, de transformer la prise de décision et peut-être à un moment ou à un autre de remplacer l'intelligence humaine, tout au moins telle que nous l'avons aujourd'hui. Puis enfin, il y a une volonté politique et économique à travers le monde. On voit bien avec le CHU de Nantes qui est là aujourd'hui avec nous. On le verra la semaine prochaine avec le CHU de Lyon et on le verra en novembre avec une soixantaine de CEO du CHU à travers le monde qui travaillent avec nous pour bien comprendre comment nous allons avoir, grâce à une volonté politique et économique, un engagement très fort. Ce n'est pas uniquement pour optimiser nos ressources, mais comme tout à l'heure le professeur Mac l'a dit, c'est également pour créer de la richesse dans notre secteur. Si on prend les systèmes de santé traditionnels, ils sont aujourd'hui empêtrés avec plusieurs problèmes, dont le premier est une inadéquation entre l'offre et la demande. Et le deuxième, c'est une difficulté au niveau des systèmes de santé d'évoluer dans un environnement réglementaire, économique et social qui n'est pas toujours favorable. En plus, il y a, selon les cas, construction de nouveaux hôpitaux. Vous avez vu le CHUM. Le CHU de Nantes est en train, lui aussi, de se reconstruire complètement à nouveau. Il y a donc des opportunités, mais il y a aussi des investissements qui vont s'orienter plus vers ce qu'on appelle la brique et le béton, plutôt que de repenser les façons de faire et d'élargir le domaine de nos actions. Dans notre rôle traditionnel, les CHU, c'est les soins tertiaires quaternaires, puis comme vient de dire le speaker juste préalable, il faut augmenter notre performance, il faut essayer de faire plus avec moins, et le tout dans un environnement qui est parfois très contraignant. Il faut aussi développer de nouvelles connaissances par la recherche et l'innovation. Ce matin, j'étais en train de discuter avec le ministère de l'économie et il me disait que vous apporte le ministère de l'enseignement supérieur en termes de financement, et ma réponse a été peu. Enfin, transférer et enrichir les connaissances avec les partenaires du réseau. C'est en tout cas ce que souhaite un réseau coordonné et intégré. Donc les concepts de construction des nouveaux CHU ont été basés sur ce que je viens de vous décrire, qui étaient des concepts d'il y a 15 ans, soins tertiaires quaternaires, soins intensifs, blocs opératoires, technologies d'investigation de pointe.
À l'opposé de ça, les besoins de la population ont complètement changé. Ils veulent un accompagnement et des interfaces multiples avec un système de santé et non pas des interfaces juste à un moment donné où des soins tertiaires quaternaires seraient nécessaires. Ils veulent qu'au-delà de la médecine personnalisée, on aille vers une santé personnalisée avec de la prévention, de la prédiction, mais également une façon d'améliorer l'état de santé pour éviter les maladies et lorsqu'on est malade, revenir très rapidement en état de bonne santé. Ce qui n'est pas obligatoirement ce que peut faire le système de santé actuel, qui est plus un système de soins qu'un système de santé. La demande a changé, et la demande a changé avec notamment toutes les nouvelles technologies qui permettent un accès aujourd'hui direct avec des sources d'informations, des sources de connaissances, mais aussi des sources de conseils et de traitements différents de ce qu'on avait avant. Autrefois, nous étions sur guérir la maladie et le raisonnement clinique était le plus important, en particulier celui du médecin, dans la relation interindividuelle entre un médecin et un soignant. On vient de passer maintenant à celui de promouvoir la santé avec la bien-être et le mieux-être, qui est ce qu'on est en train de travailler de plus en plus au niveau des systèmes de santé dits intégrés. Mais maintenant, nous sommes à l'aube de nouvelles réalités, qui est l'augmentation de l'être humain par les cellules souches et l'intelligence artificielle combinée, avec soit les organoïdes cérébraux, basés sur, comme d'ailleurs récemment vous avez vu aussi, les organoïdes cardiaques, les organoïdes hépatiques, qui à partir des cellules souches sont capables de restaurer des fonctions encore en recherche et sur l'animal, mais bientôt sur l'homme, des fonctions essentielles qui vont permettre de prolonger la vie, puisqu'on disait à un moment que la limite étant 125 ou 128 ans, l'âge de lequel les organes allaient ne plus être capables d'épurer les toxines du sang. À partir du moment où nous avons maintenant des organoïdes et la possibilité de transférer des cellules souches, je pense que nous allons prolonger la vie, d'où prolonger les coûts du système de santé, d'où faire encore plus avec moins, comme on vient de le dire. Des nouveaux moyens apparaissent, en particulier tous les objets connectés. On en a peu parlé depuis ce matin, mais c'est une révolution complète, ces objets connectés, dans la prise en charge aussi bien de la maladie que de la santé. Ici, vous avez sur des personnes âgées un accompagnement personnel avec Alexa, qui est capable de vous dire si vous avez pris ou non vos médicaments et qui est capable de vous rappeler de prendre votre pression artérielle, etc. Ces accompagnateurs par exemple, personnalisés sont de plus en plus intelligents et au-delà d'Alexa, de Siri et des autres que nous avons aujourd'hui, il y a maintenant de plus en plus d'accompagnateurs personnalisés capables de comprendre votre propre personnalité, de l'adapter et de vous faire de la prévention en termes de santé. On a actuellement une compagnie française qui travaille avec nous pour développer ce nouveau type d'accompagnateur et de le mettre dès l'hôpital, ce qui nous permettrait de le former, le patient, durant l'hospitalisation. Si on regarde le décalage entre la population et le système de santé aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a surtout 3 points. L'accessibilité. Moi, quand je suis parti de la France, il y a 17 ans, on avait peu de problèmes d'accessibilité en France. C'est plus vrai aujourd'hui. Tous mes collègues qui sont en France disent qu'on a de plus en plus de difficultés. C'est la continuité et la coordination du système qui n'est pas du tout intégrée, nulle part d'ailleurs, et c'est l'équité. Et là, c'est une étude qui a montré chez les Québécois que c'était les 3 points les plus importants, accessibilité, continuité et équité, surtout en particulier dans les zones géographiques distantes des centres universitaires et des centres citadins. Donc le décalage entre les systèmes de santé, puis on l'a un peu vu tout à l'heure, puis en Ontario, ils sont en train d'y travailler beaucoup, c'est des hôpitaux qui traitent les patients à distance, en ambulatoire et par télésanté, mais la télésanté étant de plus en plus développée, puisque maintenant on peut même envisager des soins intensifs à domicile avec un environnement adapté, ou même des soins intensifs à distance, voire de la chirurgie robotique à distance également. Et des compagnies comme React nous permettent de potentialiser et d'aller vers ce que Daniel Kraft a dit. Daniel Kraft est un endocrinologue du MIT qui actuellement travaille avec la nouvelle
école qu'il a créée avec quelques autres à Palo Alto, qui est la Singularity University, et qui forme les médecins et les professionnels de la santé à tout ce qui est objet connecté, intelligence artificielle, et qui propose d'avoir des hôpitaux qui soient plus des hubs de connectique sur ces objets connectés, plutôt que des hôpitaux où on vient se faire hospitaliser. D'ailleurs, ce matin, on a fait une visite d'un hôpital, le CHUM, totalement robotisé, totalement informatisé, pour pouvoir gérer l'ensemble de ces flux et faire plus avec moins, gagner en ressources. By the way, we are a member of Scale AI, which is one of the superclusters you mentioned before, with the $1 billion investment. In fact, it's not really 1 billion, it's 900 and blah, blah, blah. Anyway. Donc ici, ce que dit Daniel Kraft, c'est que les personnes font plus confiance à leur cellulaire qu'à leur médecin. Et c'est vrai que même si tout à l'heure, avec l'extraordinaire présentation que nous avons vue de Anne Cavoukian sur la qualité, la sécurité, la confiance, etc., finalement, la plupart des gens font confiance à leur téléphone, ce qui est dit dedans, ce que les médias sociaux disent, beaucoup plus que les universités et les médecins. Donc si on disait aujourd'hui à un Québécois, qu'est-ce que vous aimeriez comme système de santé, il vous dirait, je voudrais avoir un système de santé qui ait la qualité d'Intel, qui ait la consistance de Starbucks, qui ait l'innovation de Tesla, et tout ça avec les budgets que nous avons aujourd'hui, qui ait la fiabilité de FedEx, qui ait la commodité d'Amazon, qui est l'expérience de Nordstrom et surtout, le plus important, qui est le prix de Walmart, c'est-à-dire le moins cher possible. On essaye, on fait ce qu'on peut, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas dans nos systèmes de santé. Il y a des nouveaux entrants qui arrivent, on en a peu parlé depuis ce matin, mais c'est ceux-là qui vont changer et transformer de façon majeure les systèmes de santé. Et quand on parlait tout à l'heure de cybersécurité, ou bien de protéger les données, de mettre, comme on a vu ce matin avec toute la charte à laquelle d'ailleurs on participe ici à Montréal, mais qu'il y a aussi en France, sur la protection des données, ça ne vaut pas pour l'ensemble de ceux qui sont ici, qui ne sont pas réglementés par nos politiques nationales, et c'est encore pire pour les BATIX qui sont du côté chinois, qui, elles, n'ont aucune limite. Alors, je voudrais qu'on soit un peu conscient. C'est très bien de se mettre des règles, c'est très bien de se mettre des normes, c'est très bien de protéger nos données, mais de l'autre côté, elles vont directement sur les géants du numérique, qu'ils soient américains ou qu'ils soient chinois, et de toute façon, la protection des données des géants du numérique n'existe pas. En tout cas, elle n'est pas du tout sous nos réglementations. Donc ça, c'est un point que je voulais simplement aborder. Donc les CHU ont un rôle de transformation, ils peuvent le faire en intégrant les soins, la recherche, l'enseignement, la gestion, l'innovation, et ici nous avons aussi le partenariat avec la population qui va nous permettre de transformer les systèmes de santé à l'envers. C'est-à-dire au lieu de dire nous allons continuer à optimiser ce que nous faisons mal depuis des décennies, nous allons regarder avec la population, voir ses besoins, sa demande, et dessiner un système de santé à l'inverse. C'est ce que le CHUM fait avec ses partenaires des centres hôpitaux à travers le monde. Quand nous avons les 3 facteurs de transformation des systèmes de santé, il y a le financement, il y a les réglementations, puis il y a l'innovation. Nous allons parier sur l'innovation en sachant, et ça a été très bien décrit par le professeur Mac tout à l'heure, qu'il faut qu'on se la finance. Il faut qu'on crée de la richesse pour que l'innovation ne soit pas un coût supplémentaire pour la population, mais qu'elle génère aussi des revenus et que ces revenus puissent être réinjectés dans les systèmes de santé pour augmenter l'innovation. C'est ce sur quoi le CHUM est en train de travailler aujourd'hui à nouveau. Donc il faut, pour évoluer, utiliser l'ADN organisationnel. En fait, nous n'en sommes pas encore à l'intelligence artificielle. Si déjà nous utilisions l'intelligence humaine de nos équipes, c'est incroyable ce qu'on pourrait réaliser simplement en écoutant les gens qui travaillent, qui ont des solutions, et on n'a pas pour l'instant besoin d'énormément d'intelligence artificielle. Il faut développer une vision systémique. Le CHUM, depuis 2017, a dit qu'il s'engageait 100% dans l'intelligence humaine augmentée, dans tous ses aspects,
que ce soit les soins, l'enseignement, la recherche, la gestion, l'innovation, le partenariat patient. Nous avons mis de l'intelligence artificielle partout. Démontrer la valeur pour la population, tant que nous faisons des choses qui ne démontrent pas de la valeur pour la population, nous n'aurons aucune chance de transformer nos systèmes de santé. Et puis être un leader dans la transformation. Donc ce que nous mettons ici en pratique, c'est les 4 types d'intelligence, l'individuelle, la collective, l'artificielle et l'augmentée. Nous n'avons pas encore fait le saut de la remplacer et de remplacer l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle. Ce sera dans le futur. Pour ça, nous avons transformé nos organisations, je dis nous, puisque j'ai aussi dirigé Sainte-Justine, en organisation agile, capable de s'adapter en permanence. Donc, c'est la notion de laboratoire vivant, la notion d'adaptabilité permanente, qui permet à nos entreprises, en fonction des besoins, de s'adapter et de transformer très rapidement. On ne peut pas attendre 17 ans qu'un nouveau médicament soit implanté dans le système ou 15 ans pour une nouvelle technologie. Elle devient totalement obsolète. Donc, on est obligé d'aller beaucoup plus vite avec à la fois nos organisations et nos réseaux qui deviennent des réseaux apprenants. Il faut intégrer les innovations de rupture qui sont multiples et qui sont combinées. Il y a l'intelligence artificielle des données, il y a les données. Maintenant, ce n'est plus les big data, c'est les full data, mais on n'est pas sûr qu'on ait les capacités d'analyser et de tirer de l'ensemble de ces données suffisamment de résultats pour un patient donné quand on s'en occupe. Il y a aussi les objets connectés, la robotique et la combinaison et l'intégration de toutes ces technologies innovantes en même temps. C'est ce que nous sommes en train de faire, mais pour ça, il va falloir accompagner nos équipes. Je donne juste un exemple. Les premiers robots qu'on a utilisés au CHUM sont des robots qui ont été programmés par ceux qui, quelques semaines avant, poussaient les chariots. La transformation de leur métier, la vitesse d'apprentissage n'a pas été aussi simple que ça, et les robots au début se perdaient dans les corridors à robots et se tamponnaient les uns les autres, tout simplement parce qu'on ne savait pas bien les programmer. C'est donc pas cette intégration des nouvelles innovations de rupture aussi simple que ce qu'on peut le penser. Et ce n'est pas parce que même si on est avec des consultants, on va transformer aussi rapidement que ça notre façon de faire. Quelques exemples il y a pour prédire. L'intelligence artificielle, ce vendredi, vous aurez dans cet exemple qui est ici, la possibilité de voir, ceux qui assisteront, comment les neurosciences sont transformées actuellement par l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple pour détecter une crise d'épilepsie sur des tracés analysés par IA, donc des données massives, mais également avec reconnaissance faciale, comment un patient qui est observé par reconnaissance faciale détecte, avant qu'elle commence, les premiers signes de l'épilepsie. Les deux en même temps, l'analyse des données massives de ces enregistrements d'électroencéphalogrammes plus la détection faciale permet de prévenir, de mieux traiter, d'accompagner la maladie, mais également l'utilisation en neuroradiologie de l'imagerie et des données de l'imagerie de l'IRM, par exemple, de ce patient, permet de détecter les zones épileptiques ou épileptogènes et de guider le chirurgien et de simuler pour savoir combien de temps après, en termes de résultats, il y aura encore des crises d'épilepsie pour ce patient ou s'il va être guéri, et donc de guider le chirurgien en péropératoire. Ça, c'est une des applications que nous avons ici. Une autre, c'est avec la compagnie Diagnos sur des photographies de fond d'œil, comment détecter une rétinopathie diabétique ou l'évolution d'une rétinopathie diabétique qui donne à la fois un diagnostic, une prévention, mais également un pronostic. Si on voit que les lésions avancent rapidement, ça peut se faire à distance. Vous n'avez pas besoin de venir voir l'ophtalmo. Donc, dans ces cas-là, ça permet de dégager du temps pour le dépistage des ophtalmologistes qui peuvent se concentrer sur les listes d'attente qui, vous le savez, ici sont encore très importantes. Donc, d'utiliser les ressources à bon escient. On fait la même chose sur des lésions cutanées comme un grain de beauté douteux que vous prenez en photo, que vous envoyez sur notre hub, qui va être par un algorithme d'intelligence artificielle diagnostiqué en bénin, malin ou intermédiaire. Il va permettre de ne pas utiliser un chirurgien ou un dermatologue si vous avez une lésion qui n'a rien de malin ou de douteux.
Donc c'est encore une fois une optimisation de l'utilisation de notre réseau, en même temps qu'on évite aux patients d'attendre, d'être inquiets, de venir, de se déplacer, de perdre du temps, parce que ça peut se faire à distance directement sur notre hub. On l'a même au niveau des urgences. Urgences, vous savez, partout dans le monde, on ne sait pas quoi en faire de nos urgences, il y en a trop. Puis là, ce matin, il y avait un article dans lequel on montrait qu'il y avait de nombreux patients qui revenaient 10, 15, 20 fois aux urgences pour n'importe quel problème, allant d'un arrêt de travail jusqu'à un médicament ou une ordonnance à prolonger. Tout ça, ça va nous permettre d'analyser ceux qui ont un profil à orienter plutôt vers des cliniques spécialisées ou des IPS, infirmières praticiennes spécialisées, ou leurs omnis, leurs médecins généralistes, plutôt que de venir aux urgences, avec cette fois-ci en même temps un raccourcissement de la durée d'inquiétude et d'attente, puisqu'on peut attendre quand même plusieurs heures lorsque le problème n'est pas un problème aigu. Mais il y en a qui aiment bien ça d'ailleurs, parce qu'on les connaît, ce sont ce qu'on appelle les frequent flyers, et ils commencent à socialiser dans nos urgences, parler les uns avec les autres, se dire, tiens, ça fait pas longtemps que je ne t'ai pas vu, etc. Puis l'autre lui dit, ça allait bien pour l'instant. C'est aussi l'IA pour la santé mentale. La semaine dernière, nous avions une session complète sur la détection des maladies mentales avec la reconnaissance. Vous savez très bien, quand vous appelez quelqu'un de votre famille, vous savez tout de suite si sa voix est anxieuse ou pas, déprimée ou pas. Maintenant, avec les accompagnateurs personnalisés, on est capable de voir et de détecter tout changement dans l'humeur avec simplement la reconnaissance vocale. Donc là aussi, ça nous permet de prévenir des suicides, de traiter des patients avec différentes maladies psychologiques. On travaille aussi sur le maintien à domicile, sur les environnements bienveillants, sur les villes bienveillantes actuellement, dans lesquelles on regarde si avec des capteurs on peut avoir, vous savez qu'avec la 5G dans cette salle, on sera bientôt capable de détecter l'ensemble des données physiologiques ou physiopathologiques de tous les membres de cette salle, sans qu'on ait besoin même d'avoir d'objets connectés dans le futur. Ce n'est pas encore pour tout de suite, c'est pour dans 2 ans. Je crois d'ailleurs qu'il y avait un atelier aujourd'hui sur la 5G qui était dans une autre salle. Ça, ce sont des environnements, c'est la maison bienveillante, ça peut être la cité bienveillante, ça peut être le village bienveillant, dans lesquels on va pouvoir accompagner, maintenir à domicile, sortir les patients de nos hôpitaux. Ici, c'est une autre application d'intelligence humaine et intelligence artificielle, avec en même temps de l'imprimante 3D, mais également des environnements comme celle de la Société d'art et technologie ou d'Ubisoft, qui nous permettent de voir, pour quelqu'un qui a eu un traumatisme de la face ou un cancer de la face délabrant, comment il va pouvoir ensuite reconstruire son visage à droite, à droite sur la diapositive, et ce visage se l'approprier en le mettant dans un environnement familial, dans un environnement professionnel et dans un environnement ludique, pour voir comment il va composer avec ce visage. On peut même, ça c'est pas encore le cas, mais avoir plusieurs prothèses qui peuvent exprimer différents émois. Par exemple, on est en colère, ou on est content, ou on est triste, etc. On peut changer sa face quand bien sûr, on a les prothèses qui vont avec. Le problème, c'est que pour se transformer, puis je vous ai donné tout à l'heure quelques autres exemples sur les robots pour la logistique, ça peut être aussi sur l'approvisionnement, ça peut être aussi pour les flux financiers ou les flux de patients, ça peut être pour gérer les priorités aux urgences, etc. Il faut qu'on accompagne nos équipes parce qu'elles ne sont pas capables aujourd'hui de faire ce saut qui, dans certains cas, peut être un saut extrêmement important parce qu'ils n'étaient pas obligatoirement formés pour ça. Quand on dit aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer des gens qui ont fait 25, 30, 35, 40 ans dans nos organisations, je pense que dans les 5 ans qui viennent, plus personne n'aura devant lui 25, 30, 35 ou 40 ans dans la même entreprise. Tous les métiers vont changer, il faut se transformer en permanence, il faut former aussi pour la relève. J'avais une jeune étudiante là, ce matin avec qui j'ai parlé. Est-ce que vous formez la relève? Bien sûr qu'on forme la relève, mais on forme la relève continuellement parce que ça va aussi vite que ce qu'on est en train d'accompagner. Actuellement, le Québec se pose une question, quels vont être les métiers de la santé de demain?
Qu'est-ce qu'on va devoir enseigner dans les universités et les collèges? On est en train de former des médecins qui peuvent être des spécialistes des données. On forme des médecins qui sont des ingénieurs. On forme des professionnels qui deviennent capables de développer des entreprises, etc., avec l'entrepreneuriat dont on parlait tout à l'heure. Donc, on est en train de transformer et la formation primaire et l'accompagnement. Comment accompagner? La première chose, c'est qu'il faut que nous identifions dans les salles, par exemple ici, je regarderai, ou mes équipes regarderaient autour de vous et diraient un tel, c'est un des nouveaux talents, on le prend, on le met dans notre bureau de développement des talents et on le forme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un des points majeurs dans nos entreprises, c'est de dire est-ce que cette jeune femme là-bas, c'est un talent à développer? Est-ce que ce jeune homme, c'est un talent à développer ou pas? Si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à préparer cette révolution. Le deuxième, c'est qu'on accompagne nos entreprises. C'est bien beau de dire il faut que nous accompagnions les entreprises pour pouvoir faire du développement. Le problème, c'est que le milieu de la santé est un milieu fermé et que c'est très difficile pour une entreprise du dehors de le pénétrer. Donc nous avons mis en place ce qu'on appelle des têtes de pont permettant aux entreprises de rentrer directement jusqu'au secteur et de dire comment les accompagner pour valoriser leur innovation. Nous avons créé le premier lac de données au monde dans un hôpital. Maintenant, il y en a plusieurs, je crois qu'il y a 3 ou 4 hôpitaux en Amérique du Nord. Ce sont des lacs de données qui sont totalement propriétaires ici, non accessibles au dehors, 4 millions de patients, 200 millions d'événements, avec toutes les possibilités sur le deep learning, l'apprentissage profond, d'aller chercher quels sont les signes radiologiques qui, avec les données génétiques, qui, avec les données morphologiques ou l'évolution, nous permettent d'avoir une compréhension meilleure des maladies, les détecter plus tôt, les accompagner, les traiter, les guérir. Aura, c'est aussi un des éléments qui permet de mieux comprendre avec les données, non pas médicales ou professionnelles de la santé, mais avec les données de vie, à partir de Facebook, Instagram, etc., de rentrer les données, de les mettre dans le lac de données pour ensuite pouvoir mieux comprendre comment les patients évoluent. Enfin, nous avons lancé l'école de l'IA en santé. C'est la première école au monde dans un hôpital, avec aujourd'hui 1000 étudiants, 20 000 consultations en ligne. Nous avons tous les 15 jours des événements. Nous avons des ateliers d'idéation et Nathalie Beaulieu, qui est ici avec le blazer blanc, il y en a plusieurs avec le blazer blanc, mais qui lève la main, pourrez vous renseigner là-dessus. Demain, nous avons Joshua Benjo, qui va venir faire un 5 à 7 ici. On est un peu sold out, mais vous pouvez le voir sur Facebook Live. Et j'ai le frère Salobir, le conseiller du pape, qui vient bientôt nous faire aussi une conférence sur éthique et IA. On a l'Université de Montréal avec Ivado, Mila, etc., qui nous accompagnent sur la transformation. On a Montréal, ville intelligente. Vous n'avez pas vu la mairesse, mais vous auriez vu tout à l'heure que nous sommes une ville intelligente avec une mairesse très intelligente également. Et nous avons un réseau mondial pour nous transformer avec Nantes, qui est un de nos partenaires. La semaine prochaine, nous avons Lyon qui arrive. Nous avions UCSF, donc San Francisco, il y a 15 jours. Et nous allons avoir Cleveland Clinic bientôt qui vient nous visiter en juin ou en début juillet. Enfin, le tout dernier de nos projets qui vient de sortir et qui va tout à fait dans ce que vous avez vu ce matin, c'est que le CHUM lance son quartier de l'innovation en santé. En anglais, c'est The Health Innovation District, qui va travailler sur les 3 axes, santé des populations, développement économique et valorisation de la propriété intellectuelle. Et ça va se faire tout autour du CHUM. Et nous sommes en train de développer le partenariat avec plus de 100 entreprises privées et publiques pour réussir cette nouvelle aventure. Je vous remercie et puis merci beaucoup Printemps numérique et puis à Montréal Connect qui est un très bel événement que je salue ici. Merci à vous.